travaille à l'Institut Pasteur depuis 1983. Et puis, dans les projets de recherche sur lesquels on travaille dans mon unité, on travaille pour moitié sur les problèmes de dissémination des gènes de résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Et donc, on a un fort lien avec les infections nosocomiales et les modes de dissémination hospitalière des résistances. Ma foi, elles sont pas formidables, mais elles sont pas très différentes. Elles sont au niveau des standards européens, c'est-à-dire on a à peu près le même niveau, le même genre de problème que tous les autres pays européens. Donc elles peuvent être améliorées. Disons que le problème il est global et que tout le monde applique tout le monde a les mêmes problèmes et tout le monde essaye de trouver une solution à ces problèmes et en gros tout le monde applique les mêmes solutions. C'est pas pire qu'ici. Globalement maintenant, on a un problème le premier problème, c'est qu'on a un énorme réservoir de souches résistantes aux antibiotiques partout. Et deuxièmement, que les pratiques d'hygiène en milieu hospitalier, la promiscuité entre les malades sont un problème difficile à gérer et qui change lentement. Donc, mais après, je pense que la situation en France, elle n'est pas pire que dans le reste de l'Europe. Et elle est bien meilleure que dans beaucoup de pays en voie de développement. C'est sûr. On a forcé les médecins de sexe oral à se laver les mains quand ils sortent des toilettes. Je pense que ce sera une grande amélioration, puisque, comme je vous l'ai dit, 65% des médecins apparemment qui ne se lavent pas les mains quand c'est des hommes et 45% quand c'est des femmes, contre 90 à 95% pour les infirmières. Donc c'est déjà un gros progrès. Après, comment les améliorer ce qu'il faut, c'est faire qu'il y ait le plus d'étanchéité possible entre les différents services. Ce qui est une pratique aussi que les gens essaient de mettre en place. Et il faut sanctuariser les zones où les gens sont traités encore plus sanctuariser les zones où les gens sont traités pour des maladies immunes ou des choses comme ça, là où en fait on tape très fort sur leur système immunitaire et c'est là où ils ont le plus de risques d'avoir une infection qui a une issue dramatique. Donc, soit quand on les traitements immunos, soit les gens qui sont opérés. Voilà. Donc les blocs opératoires, les zones blanches. Okay. On a une maladie infectieuse d'origine bactérienne. En gros, les seuls thérapeutiques qu'il y a, c'est les traitements antibiotiques. Donc après, ça dépend un peu. Il y a plusieurs façons de traiter les problèmes infectieux bactériens. Mais en général, on commence quand un médecin est face à une situation assez critique. La première chose qu'il fait, c'est, avant même de savoir quel est le germe et s'il est résistant ou pas, il utilise en prévention un cocktail antibiotique. Si vous êtes vraiment malade et qu'on suspecte une bactérie... Sans savoir la bactérie. Sans savoir la bactérie, si on pense que c'est d'origine bactérienne, on commence par taper très très fort avec un cocktail d'antibiotiques. Pour avoir une chance qu'elle soit au moins sensible à un de ces antibiotiques. À une concentration élevée. Voilà. Okay. Concentration élevée et multiplicité des antibiotiques. Bonne hygiène, ça protège de tout. Les virus, ils se propagent, comme les bactéries, ils se propagent dans les aérosols, dans tous les contacts manuels. C'est toutes les pratiques d'hygiène, quand on tousse, de mettre la main devant sa bouche, c'est pas juste pour pas envoyer de postillon sur la tête de son vis-à-vis, mais c'est aussi pour justement bloquer la propagation des aérosols. C'est pareil, les virus, ils se propagent par contact aussi. Donc,
l'hygiène, ça marche pour tout. C'est pareil quand on vous dit, quand vous êtes malade, qu'on vous dit que le médecin vous dit de rester 4 jours chez vous, c'est pas tant parce que vous êtes fatigué que simplement pour bloquer la dissémination et une épidémie en puissance, quoi. L'isolement, c'est une mesure d'hygiène. Le truc, c'est qu'on est passé d'une période où, de toute façon, on mourait beaucoup à l'hôpital, on n'avait pas besoin des infections nosocomiales et on y rentrait, on n'était vraiment pas sûr d'en sortir parce qu'on n'était pas traité. À une période, il y a eu une embellie au début du XXe siècle, je pense, jusque dans les années 50, mais voilà, en fait, on est revenu à une situation un peu plus critique. Mais bon, on hospitalise beaucoup plus les gens qu'avant, quoi. On rassemble. Le problème, c'est qu'on rassemble toujours les gens malades. Si on pouvait isoler, peut-être que la solution serait d'avoir des petites structures hospitalières. Je ne sais pas, ça va plutôt dans le mauvais sens. Actuellement, on a plutôt une tendance à concentrer. J'ai constaté une grosse évolution, oui, puisque la mise en place de toutes les campagnes hospitalières, hygiène, avec les petites bonbonnes de liquide hydroalcoolique. Par les services sanitaires, ça j'en suis sûr, et c'est normal. Ils ont été renforcés, les contrôles? C'est un vrai problème. Enfin, les gens sont aussi conscients que maintenant il y a une grosse pression il y a des classements qui sont faits des hôpitaux, par exemple, en fonction de leur taux de succès d'infection, ou des cliniques, et les gens il y a une grosse pression sur les médecins pour essayer de faire que le taux d'infection nosocomiale baisse. Donc eux-mêmes font un effort. Donc maintenant, des contrôles, oui, les services sanitaires en font parce que, au bout du compte, c'est l'État, enfin, c'est la sécurité sociale qui paye les pots cassés. Ça arrange personne que les gens soient obligés de rester 2 mois à l'hôpital parce qu'ils sont rentrés pour se faire enlever je sais pas quoi dans le pied. Ils sont sortis au bout de 3 jours avec une infection nosocomiale. Ils ont été hospitalisés 2 mois après. Donc bon, il y a une grosse pression et il y a beaucoup de contrôle. Maintenant, voilà, il y a autre chose qui s'est surajouté là-dessus, c'est que comme on est dans une période où il y a quand même beaucoup de voyages, de globalisation, on se retrouve aussi à gérer des choses critiques qui viennent d'autres pays. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épidémie Il y a un nouveau gène de résistance qui est apparu, qui s'appelle NDM1. Ça vous dit rien? À la fin de l'été dernier, en fait, c'est un gène de résistance, un nouveau gène qui est apparu chez les entérobactéries, j'ai l'éclipsier là, et qui en fait rend maintenant ce genre de bactéries virtuellement résistantes à tous les antibiotiques. Tous? Ouais. Donc c'est un gène de résistance à la dernière classe de bêta-lactamine. Et en fait, on sait que ce gène est apparu en Inde. Et comme il y a beaucoup de... Maintenant, il y a beaucoup de tourisme médical en Inde. Les gens qui vont se faire retendre, il y a une grosse activité parce qu'ils sont très bons en chirurgie. Mais par contre, là-bas, les conditions d'hygiène en Inde, c'est pas les mêmes qu'ici. Et du coup, ils pourraient faire que les gens, pour s'assurer qu'ils ne soient pas malades, ils leur injectent des doses des derniers antibiotiques massives, et du coup ils ont sélectionné des bactéries résistantes à cette dernière classe de bêta-lactamine. Et en fait, les gens, en revenant d'avoir fait leur petite opération, ils ont ramené ici, en Europe, en particulier en Angleterre, plusieurs fois cette bactérie. Et maintenant, cette bactérie est en train de disséminer. Par exemple, en Angleterre, il y a une forte population indienne, une communauté indienne, beaucoup d'échanges. Du coup, elle est en train de disséminer, mais elle a été aussi isolée en France et en Hollande. Donc, ça, c'est un problème qui vient se rajouter au-dessus. C'est-à-dire, maintenant, tout de suite, dès qu'il y a une bactérie résistante, les gens voyagent tellement que les bactéries disséminent tout de suite à tour de bras. C'est-à-dire que c'est la même chose pour le choléra à Haïti. Hein. La souche de choléra c'est la souche du Bangladesh. Donc, c'est effectivement
les casques bleus de l'ONU qui ont amené la souche à Haïti. Donc maintenant, on est face à ce problème. Alors même si on prend des mesures ici, on ne contrôle pas ce qui se fait ailleurs. Donc l'OMS a lancé une vaste campagne qui s'appelle Wash Your Hands, et qui est en fait, ils distribuent des solutions hydroalcooliques et des systèmes de stérilisation un peu partout dans le monde pour essayer, dans tous les pays, en tout cas en voie de développement, pour essayer de faire que limite la propagation de des bactéries résistantes ou multirésistantes de la même façon. Mais c'est un problème, c'est un vrai problème qui doit être traité à l'échelle de la Terre, parce que même ici on arrivera certainement, si on s'en donne vraiment les moyens, à contenir les foyers. Quand il y a un hôpital, quand les blocs sont contaminés, on ferme l'hôpital, on décontamine le bloc, on arrive à stériliser. Mais enfin, si 2 mois après il faut recommencer, ça commence à être un vrai problème. Donc je pense que d'une part, par exemple, la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, vous avez dû peut-être voir ça. Ça a eu un effet énorme quand même, parce que sur 5 ans, je crois qu'il y a eu 25 millions de doses d'antibiotiques. En moins. Ce qui est énorme. Et donc il y a eu une forte baisse des prescriptions, et il y a eu une stabilisation d'un certain nombre de résistances dans la communauté. Donc la communauté, c'est le terme qui recouvre ce qui n'est pas à l'hôpital chez les médecins. Donc non, il faut limiter la consommation d'antibiotiques et se laver les mains. Et pas tousser dans la figure de son voisin.